Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 7 mars 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 148 du podcast. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de trois choses. Premièrement, la baisse du côté des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je vais vous parler entre autres de la banque Silvergate Capital. Donc, il y a des problématiques avec cette banque-là qui est dans le milieu des crypto-monnaies. Ensuite, je vais vous parler de l'impact des taux d'intérêt sur vos placements. Entre autres, présentement, il y a l'inversion de la courbe des taux. Donc, je vais revenir sur ce phénomène-là. Et finalement, je vais répondre à une question parce que dans le dernier épisode, j'ai dit que présentement, j'avais rien acheté depuis le début de l'année 2023 pour mon portefeuille à long terme. Donc, je me suis fait poser la question, qu'est-ce que tu fais en attendant avec le cash qui est dans ton encaisse? Donc, en attendant qu'il y ait des opportunités d'achat, qu'est-ce que tu fais pour le faire fructifier? Donc, c'est ça que je vais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe du côté des crypto-monnaies, avec le Bitcoin qui est passé d'environ 25 000 $ à 22 000 et l'Ethereum qui a chuté d'un peu plus de 6%. Dans le fond, il faut que je vous explique la situation problématique avec Silvergate Capital. Comme je vous dis, Silvergate Capital, c'est une banque qui est dans le domaine de la crypto-monnaie principalement. Et depuis la semaine passée, il y a un gros problème avec eux autres. Premièrement, il faut savoir, comme je vous dis, qu'elle joue un rôle majeur dans la crypto. C'est un partenaire pour des compagnies comme Coinbase ou encore Crypto.com. Donc, c'est sûr que le gros problème a commencé mercredi passé, quand Silvergate Capital, ils n'ont pas dévoilé leurs résultats financiers à la date prévue, sous des motifs qu'ils devaient faire d'autres vérifications, des audits comptables avant de remettre leurs earnings. Et suite à cette annonce-là, évidemment, il n'y a aucun investisseur qui est content quand une compagnie va reporter ses résultats financiers. C'est rarement une bonne nouvelle. Donc, à cette annonce-là, les prix des actions de Silvergate ils ont baissé d'environ 60%. Et là, tout ce qu'on sait présentement là, par rapport à Silvergate Capital, c'est qu'ils ont enregistré une perte de 1 million de dollars au dernier trimestre de 2022. Donc, c'est quand même assez considérable, surtout considérant les chiffres de l'année passée là, qui étaient des profits. Et là, il y a un fort potentiel qu'elle fasse faillite finalement dû à un manque de liquidité. Et cette situation-là, ça résulte entre autres de l'implosion de la plateforme FTX. Comme je vous dis, FTX a eu une répercussion un peu partout dans le secteur de la crypto. Et déjà, en date d'aujourd'hui, les plateformes Coinbase et Crypto.com ils ont déjà suspendu les paiements via Silvergate. Et c'est un peu ça, en gros, qui affecte présentement le prix du Bitcoin et des autres cryptos. C'est ça qui se passe depuis à peu près la semaine passée. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler des taux d'intérêt. En fait, je vais commencer par les rendements des obligations américaines parce que on est encore dans un contexte où il y a une inversion de la courbe des taux. Et ça, j'en ai déjà parlé l'année passée parce que la première inversion récente, ça a eu lieu en avril 2022, donc ça fait pratiquement un an. Mais tu sais, c'est tellement un phénomène important que je pense que ça vaut la peine que je le réexplique rapidement. Donc, première chose, quand on dit qu'il y a une inversion de la courbe des taux, ce que ça veut dire, c'est que le rendement des obligations à court terme est plus élevé que le rendement des obligations à long terme. Et ça, dans une économie normale, standard, ça fait pas de sens. Dans le sens que, normalement, plus l'échéance est loin dans le temps, plus le rendement va être élevé parce que ton échéance est plus loin dans le temps, fait que c'est plus risqué. Tu t'exposes à beaucoup plus d'impondérables en cannant ton argent dans une obligation à 10 ans que dans une obligation à 2 ans.
Parce que tu ne sais pas tout ce qui peut arriver sur une période de 10 ans versus 2 ans, c'est plus court. Donc logiquement, l'investisseur qui prend plus de risques en investissant dans un placement plus à long terme, ben, il est récompensé avec un meilleur taux. Donc ça, c'est la normalité. Sauf que là, en ce moment, si on regarde les obligations américaines, on peut voir que le rendement de l'obligation à 2 ans est à 4,9%, tandis que le rendement de l'obligation à 10 ans est à 3,9%. Donc, il y a un écart d'environ 1%. Et comme vous pouvez le constater, le taux est plus élevé pour celle avec l'échéance la plus courte. 4,9% pour 2 ans versus 3,9% pour 10 ans, ça ne devrait pas se produire. Et cette inversion-là, c'est un indicateur que les investisseurs s'attendent à un ralentissement économique. Au fait, depuis 1950, avant chaque récession aux États-Unis, il y a toujours eu une inversion de la courbe des taux. Et ça, c'est évidemment, ça a précédé la récession. On parle d'environ 1 an et demi d'avance. Donc, c'est un signe, c'est un indicateur qu'on se dirige vers une récession. Et donc, pour moi, ça reste d'actualité parce que présentement, le rendement des obligations à court terme, il dépasse encore celle à long terme. Et comme je vous dis, la première inversion a eu lieu l'année passée et on est toujours dans ce contexte-là. Donc, c'est un des indicateurs qui pointe vers un ralentissement de l'économie. Et une autre chose à considérer par rapport au taux d'intérêt vis-à-vis vos placements, c'est que quand les taux d'intérêt sont plus élevés, les investisseurs ils ont tendance à se rediriger vers des placements plus sûrs. Donc, on parle des bonds, les obligations, les bons du trésor, les CPG, etc. Et la répercussion de cette nouvelle allocation du capital-là, c'est qu'il y a une rotation sur les marchés financiers. Les sommes investies passent des stocks, des actions, vers, comme je vous dis, des titres à revenus fixes, entre autres les obligations. Et c'est sûr que quand on se redirige vers des placements avec des taux d'intérêt garantis, ça peut mettre une pression à la baisse du côté du marché des actions parce que, comme je vous dis, le monde veut investir de l'argent. Et cet argent-là, soit va sur les marchés des actions, les stocks, soit vers les bonds ou les autres types de placements. Mais bref, le montant investi reste pratiquement le même. C'est juste au niveau de la répartition du type d'actifs, si vous voulez. Par exemple, si on a un portefeuille avec une répartition 60-40, c'est-à-dire 60% actions, 40% obligations, et que là, la majorité des gestionnaires de portefeuille font une rotation d'actifs et que là, ils se redirigent vers les bonds et qu'on a une pondération, par exemple, inverse, là, 60% obligations, 40% actions, c'est sûr que cette vente-là du côté des stocks va créer une pression baissière sur les actions. Et souvent, c'est justement dans ce type de contexte-là qu'on va voir un multiple des bénéfices plus faible, c'est-à-dire un ratio court-bénéfice plus bas, le PE ratio. Et évidemment, ça amène de meilleures opportunités d'achat sur le long terme du côté des stocks. Bref, les taux d'intérêt, au-delà de nos finances personnelles, puis les taux hypothécaires, puis les taux de votre marge de crédit à taux variable, au-delà de ça, ça a une répercussion directe sur vos placements. Tous les marchés financiers sont affectés par les taux d'intérêt. Et justement, de notre côté, en date d'aujourd'hui, le taux directeur au Canada est à 4,5%. Demain, la Banque du Canada devrait annoncer sa décision vis-à-vis les taux d'intérêt. Le consensus actuel, c'est qu'ils ne toucheront pas au taux directeur comme il avait annoncé précédemment au niveau de la pause pour le taux directeur. Mais encore là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres hausses dans le futur. Ça veut juste dire que pour ce mois-ci, d'après moi, ça ne bougera pas. Puis le taux directeur va rester à 4,5% au Canada. C'est du moins ce que je m'attends pour la décision de la Banque du Canada demain. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, je veux répondre à une question que je me suis fait poser depuis que j'ai dit que j'avais rien acheté en 2023 pour mon portefeuille à long terme. Donc, c'est une question par rapport à mon encaisse.
En fait, on me demande si j'investis pas avec des achats périodiques, parce que j'attends des opportunités d'achat sur le marché des actions, qu'est-ce que je fais en attendant avec mon cash qui traîne dans mon encaisse, dans mon compte de courtage. Donc, je vais vous répondre à ça en splittant un peu ma situation en deux, c'est-à-dire du côté personnel versus du côté de mon entreprise Traders 360, qui est vraiment une firme d'investissement indépendante. Donc, c'est pour moi, c'est deux entités distinctes. Donc, du côté personnel, moi, j'ai un fonds d'urgence d'à peu près 20 000 $, qui est divisé en deux portions. Une qui est dans un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé à 2,5%. Ça, c'est chez BMO. Et l'autre portion, c'est dans un CPG non encaissable sur 18 mois. Je pense que j'ai acheté ça autour d'octobre-novembre. Et le CPG est à 4,75%. Sinon, pour mon CELI, évidemment, les autres cotisations des années précédentes, j'ai déjà atteint mon plafond. Sauf que cette année, pour 2023, j'ai pas encore investi mon 6 500 $ de cotisations supplémentaires pour cette année. Et comme je vous dis, d'après moi, je vais investir ça dans les prochains mois. Moi, du côté personnel, dans mon CELI, j'ai investi ça dans un fonds indiciel qui reflète le SP500. Règle générale, je fais de l'achat périodique, sauf que là, j'essaye un peu... je fais ce que je dis de pas faire. Là, j'essaye un peu de voir un moment opportun pour investir mon montant à un moment plus idéal avec ce que j'anticipe. Mais quand même, ça reste un fonds indiciel, ça reste un FNB. Du côté personnel, je fais pas du stock picking. Vraiment choisir des actions spécifiques, je réserve ça pour ma business. C'est ce que je fais avec Traders 360. Mais pour mon personnel, dans mon CELI, je vous dirais que la grosse majorité de mes investissements sont dans des FNB. Là. Et du côté de mon entreprise, c'est vraiment là que le gros de mon enquête se retrouve, évidemment, parce que ma business, c'est moi qui décide le salaire que je me donne. Je me donnerai pas 40 fois le montant que j'ai besoin pour vivre. Ça sert à rien. Je paye plus d'impôts au personnel que je vais payer que ma business. Donc, j'essaie d'en laisser le plus possible dans le Inc. Et avec Traders 360, vous pouvez vous douter que l'argent liquide qui traîne dans mon compte de courtage, ben, je l'utilise pour faire des transactions de day trading ou de swing trading, parce que c'est sûr que je ne laisserai pas mon argent dormir dans un compte de courtage quand le taux d'inflation est autour de 6%. Je veux dire, c'est pas niaiseux non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait opter pour cette approche-là, qui est basée un peu autour des opérations de swing trading pour faire travailler leur argent. Évidemment, c'est à la hauteur de la somme qui est à ta disposition. Dans le sens que si tu n'as pas 500$ de côté, essayer de générer des profits avec des transactions spéculatives, ça devrait pas être ta priorité. Par contre, si tu as déjà des placements à long terme, puis qu'il te reste une coupe de mille, là, c'est sûr que si le trading t'intéresse, puis que tu veux mettre du temps là-dessus, ben les transactions sur quelques jours ou sur quelques semaines, c'est probablement ta meilleure avenue pour venir bonifier ton rendement annuel. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé, v'là 10 ans. Au fait, c'est pas vrai, là, au début, j'ai essayé de vivre avec des transactions de day trading sur les penny stocks, mais honnêtement, ça a pas été un franc succès. Au final, les 2 premières années, avec le day trading, j'ai juste perdu de l'argent. Mais tu sais, ça a été différent pour les transactions de swing trading. Ça n'a pas été trop long que j'ai été profitable avec ce type de transaction-là et que, je vous rappelle, dans ce temps-là, j'étais en affaires, là, donc j'avais pas le temps libre que j'ai aujourd'hui, puis je pouvais pas me permettre de passer mes journées devant mes écrans. Tu sais, quand tu opères un lave-auto, c'est pas évident de faire des transactions sur ton téléphone cellulaire entre 2 lavages de voiture. Fait que c'est sûr qu'à cette époque-là, c'était pas mal le seul type de transaction que je pouvais me permettre de faire. Il faut comprendre que le swing trading, c'est pas mal plus passif que de vouloir faire du day trading à chaque matin. Puis ça te permet quand même de générer des profits sans que tu passes tes journées devant tes moniteurs d'ordinateur, puis de cliquer, puis tout gérer ça à minute près. C'est moins excitant que le day trading, mais c'est pas mal moins stressant aussi, dans le sens que t'es pas autant sur le gauge
pour une transaction qui va durer peut-être 2 semaines versus une transaction qui va peut-être durer 30-45 minutes. C'est pas le même niveau de stress qui vient avec ça. Et l'autre affaire, c'est que tu peux faire ça même si tu as un job à temps plein. Tu travailles 40 heures semaine, tu peux te permettre de faire ce type de transaction-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu n'es pas obligé d'être sur les marchés américains, c'est-à-dire de convertir tes dollars canadiens en dollars US. Il y a des opportunités sur le TSX pour des transactions de swing trading. Le TSX qui est la bourse de Toronto. Et évidemment, les actions à ce moment-là sont cotées en dollars canadiens. Bref, le swing trading pour quelqu'un qui est prêt à mettre du temps puis qui est prêt à comprendre comment faire des transactions spéculatives à court terme, pour moi, le swing, c'est la meilleure façon de commencer. Tu peux analyser les graphiques après la fermeture des marchés. Tu peux faire ça le soir. Je veux dire, tu peux pas détrader quand les marchés sont fermés. Tandis que tes analyses de technique, même si tu le fais à 7 heures le soir, c'est pas grave. Tes transactions, tu vas les prévoir dans la prochaine journée. Et même principe pour tes ordres d'achat puis tes ordres de vente. Tu peux préparer ça le matin avant même de commencer ta journée à job. Fait que ça te permet de faire des moves sans passer ta journée à regarder ton téléphone aux 2 minutes, même si vous allez quand même le faire au début, dans le sens que la première fois que tu fais 1000$ dans un titre, là, à chaque fois que ça bouge d'une scène, tu capotes, mais ultimement, ça change pas grand-chose que tu regardes ton téléphone ou non. Et encore là, je tiens à préciser que c'est pas facile, là, c'est pas du easy money non plus. Si tu fais n'importe quoi, puis que ton analyse technique est pas bonne, puis que tu n'as aucune gestion du risque pour tes transactions, tu vas juste perdre de l'argent, dans le sens que tu vas le perdre juste moins vite qu'avec du day trading, mais tu vas finir par le perdre pareil. Fait que le swing trading, c'est pas une solution miracle, sauf que c'est une solution qui est plus adaptée à monsieur, madame, tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir que tu mettes du temps là-dessus, puis tu aies un certain niveau de connaissance pour être capable de timer tes prises de position. Parce que honnêtement, il y a bien du monde qui disent qu'ils font du swing trading, mais finalement, ils se retrouvent avec un titre qu'ils ont acheté l'année passée. Le titre est à moins 45%, puis là, ils sont rendus qu'ils se considèrent comme investisseurs à long terme dans cette compagnie no-name-là. Fait que c'est pas la bonne approche. Là. Si tu fais du swing, tu fais du swing, faut que tu gères ton stop-loss, ta perte maximale, faut que tu définisses ton prix de sortie avec des profits, parce que sinon, si chacune de tes transactions se conclut en devenant des investissements à long terme, puis tu prends jamais tes profits, tu fais pas vraiment du swing trading. Puis tu sais, honnêtement, je fais un paquet de consultations, je réponds à des questions à bien du monde, puis c'est souvent ça qui revient. C'était initialement une position qui voulait faire des profits sur quelques jours ou quelques semaines, le rentrer, sortir vite. Puis finalement, ça fait 1 an et demi qu'ils sont encore pognés dans le titre à perte, mais qu'ils veulent pas encaisser leur perte. Ils espèrent encore que ça finisse par remonter. Puis c'est correct aussi, je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Sauf que, comme n'importe quoi, si tu veux que ça marche, le swing trading, faut que tu aies des notions de base. Faut que tu sois capable de faire une analyse technique qui a de l'allure. Faut que tu comprennes le concept de momentum. Faut que tu gères ton risque. Là. Tu peux pas juste laisser ça aller à l'infini, autant avec les profits que les pertes. Fait qu'il y a un paquet de concepts à bien comprendre. Tout ça pour dire que, pour moi, la meilleure méthode de faire travailler l'argent dans son encaisse, c'est par des transactions de swing trading. Parce que sinon, l'alternative à ça, c'est de mettre ça dans un compte épargne à 2,5% sur 1 an ou dans un CPG, soit non encaissable, que là, à ce moment-là, le rendement peut être un peu plus élevé. Là, tu peux avoir du 4-5% facile. Sauf que, comme je vous dis, c'est non encaissable. Ça veut dire que tu vas pas pouvoir le sortir avant la fin de l'échéance. Sinon, tu vas dans un CPG encaissable, sauf que là, les taux d'intérêt sont pas super intéressants non plus. Bref, tu n'as pas 500 000 avenues si tu veux faire travailler l'argent dans ton encaisse. Mais c'est juste que pour la plupart du monde, les travailleurs, les salariés, la méthode la plus réaliste, c'est vraiment avec le swing trading. Mais ultimement, il faut comprendre que ça ne convient pas à tout le monde non plus, pour un paquet de raisons. Premièrement, comme je vous dis, il faut qu'il y ait avant tout un surplus de liquidité. Si vous êtes serré au niveau de votre budget, on oublie le day puis le swing trading.
Mais sinon, si vous avez une coupe de 1000, que vous avez déjà des placements, que vous avez un fonds d'urgence, c'est sûr que là, le swing trading, ça pourrait être intéressant pour dégager des gains sur un horizon à très court terme. Encore là, c'est pas de l'investissement à long terme. C'est vraiment, c'est pour faire travailler son argent sur une petite durée de temps. Autrement, si tu veux investir, si tu veux pas faire du stock picking, t'es aussi bien de mettre ça par achat périodique dans un fonds indiciel. Ça va être la façon la plus rentable sur le long terme. Sauf que, comme je te dis, quand tu es dans un scénario comme 2022-2023, ça se peut que tu n'aies pas des rendements ahurissants avec ton portefeuille à long terme. Fait que c'est sûr que de mon côté, je pense que le swing trading, c'est vraiment un bon compromis pour être capable d'aller dans le spéculatif sans tomber dans le day trading, que tu as besoin de gros capital de départ, d'une implication qui est vraiment time consuming. Puis encore là, comme je vous dis, le stress qui vient avec ça, puis le niveau de complexité de ce type de transaction-là, c'est un autre niveau que du swing trading, que tu peux préprogrammer tes ordres d'achat, de vente, que tu peux analyser les graphiques de soir, de matin, de nuit. Tu as beaucoup plus de latitude avec le swing trading. Fait que c'est sûr que c'est plus ça que je me dirigerais pour bien du monde. Donc, pour conclure, pour le monde qui se demande qu'est-ce que je fais avec mon encaisse, c'est sûr que personnellement, avec Traders 360, je vais faire des opérations de day trading, de swing trading, question de bonifier mon rendement, de me sortir des profits sur un horizon très très court terme. J'ai besoin de ça, moi, pour me sortir une paye, sortir un salaire. Par contre, du côté personnel, autrement dit, le salaire que je me verse à moi, de ce côté-là, l'encaisse, elle ne travaille pas aussi fort qu'avec la firme d'investissement. T'sais, de mon côté, comme je vous dis, il y a de l'argent dans l'encaisse de mon CELI qui ne fait rien présentement. Sinon, mon fonds d'urgence, il est en partie dans un CPG, le reste dans un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé, là, entre guillemets. Mais bref, c'est ce que je fais avec mon encaisse en attendant de spotter des opportunités d'achat sur le marché des actions. Donc, je termine l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent. J'espère que vous allez aussi trouver votre propre manière de faire travailler votre argent, de ne pas laisser ça dormir dans un compte de banque, surtout avec le contexte d'inflation qu'on a en ce moment. Il faut trouver une manière d'avoir un minimum de rendement pour ne pas perdre tranquillement pas vite son pouvoir d'achat. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.